Se présenter. Good morning. Je vais commencer. Guillemin Alexis, je suis responsable de projet d'intervention sociale à la CAF de la Moselle, également conseiller technique en action sociale. Delphine Bernard-Castille. Moi, je travaille à la Caisse primaire de Moselle et je suis chargée de projet prévention. Hélène Mangin, je suis sage-femme coordinatrice dans le service de santé publique de la promotion de la santé maternelle et infantile. Marie-Élisette No, je suis formatrice à la CAF de la Moselle. Jean-Marc Philly, je suis responsable de service et je m'occupe de l'accueil de la CPM de Forbach. Donc, comme vous l'aurez compris, c'est un webinaire qui est présenté conjointement entre la CAF de la Moselle, la CEPAM et la PSMI. Vous avez l'émission effectivement sur le diaporama. Et je vous commence de rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, après la naissance, qu'est-ce qui se passe côté CAF, côté CEPAM? Qui veut commencer? Dans la CAF? Ah oui. Je prends la main. La semaine dernière, on a discuté un petit peu vous a présenté tout ce qui concernait les démarches avant la naissance. Maintenant, bébé est arrivé. Quelles vont être vos démarches à effectuer auprès de la CAF? Alors, il y a une première démarche qui va concerner la déclaration de la naissance de votre enfant, puisque même si vous avez déclaré la naissance auprès de l'état civil, la CAF n'a aucun lien en fait avec l'état civil. Vous pouvez vous connecter directement sur votre espace caf.fr et déclarer la naissance de votre enfant avec le nom, le prénom, la date de naissance. Normalement, il n'y a pas besoin de l'acte de naissance, sauf dans les cas de famille monoparentale, où il nous faudra l'acte de naissance intégral. Et dans le cas d'une naissance à l'étranger, où là, il nous faudra aussi la copie de l'acte de naissance intégrale, avec en plus la carte d'identité de chaque parent pour qu'on puisse immatriculer l'enfant et l'inscrire lui donner un numéro d'inscription au répertoire de la sécurité sociale. Voilà pour la partie CAF. Voilà. Eh bien, c'est à peu près pareil pour la caisse primaire d'assurance maladie. La démarche peut se faire de manière dématérialisée sur le compte Amélie, dans la rubrique Mes démarches, en renseignant le nom, le prénom de l'enfant, la date de naissance et en prenant en photo l'acte de naissance. Évidemment, le préalable, c'est quand même la déclaration à la mairie. Vous pouvez le faire également au téléphone, 3646. Il est important d'ailleurs de vous munir de votre carte vitale quand vous appelez le 3646 parce qu'il y a des vérifications qui sont faites. Vous pourrez déclarer l'enfant sur les deux parents. Donc, lorsque vous faites la démarche dématérialisée ou au téléphone, vous le précisez. On va dire le seul cas où ce n'est pas possible, c'est si l'un des deux parents est frontalier, l'enfant sera obligatoirement sur le parent qui a des droits français en fait. On ne pourra pas affilier l'enfant sur les deux parents. Et comme pour la CAF, si l'enfant est né hors de France, il vous faudra donc les pièces que ma collègue vous a citées. Donc, je continue une fois qu'on a déclaré l'enfant, et même avant, puisque le congé maternité débute bien avant. Donc, on voulait vous rappeler les démarches à faire. Donc, je ne reviens pas sur la durée, elle est sur le calendrier que vous recevez. Elle varie en fonction du nombre d'enfants que vous attendez et du nombre d'enfants que vous avez potentiellement. On vous a mis les principes, on va dire, situations qu'on peut rencontrer. Donc, si vous êtes salarié au moment du début du congé maternité, vous n'avez aucune démarche à faire auprès de la CEPAM. Vous avez normalement prévenu votre employeur et c'est lui qui, au départ de votre congé maternité, ou s'il devait y avoir un arrêt maladie avant, établira une attestation de salaire qui nous permettra de vous indemniser. Par contre, si vous êtes au chômage au moment de ce congé ou de cet arrêt, là par contre,
les démarches vous incombent. Donc, il faudra nous envoyer, selon votre situation, les 4 ou 12 fiches de paye avant la première inscription, avant le premier paiement au chômage. Alors, c'est marqué 4 ou 12. Je vous conseille d'envoyer 12 en fonction des situations. C'est au moins vous êtes sûr que vous n'aurez pas de retour. On aura les 12 mois et on pourra calculer. Alors, pourquoi on vous demande les fiches de paye déjà? Si vous êtes au chômage, c'est parce que les indemnités journalières sont toujours calculées sur des salaires et non pas sur les allocations du Pôle emploi. Il y a des conditions par contre. Il faut être affilié au moins 10 mois. Il faut avoir avant le chômage, et si vous êtes salarié, c'est la même chose, il faut avoir 150 heures de travail au cours des 3 derniers mois ou 600 heures au cours des 12 derniers mois. Donc ça, c'est vraiment les conditions pour pouvoir être indemnisé pendant son congé maternité ou sa maladie. Pour les praticiens et les auxiliaires médicaux, alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous, là, il suffit d'envoyer une attestation sur l'honneur comme quoi on a cessé son activité, une attestation de l'URSSAF. Pour les travailleurs indépendants, pareil, le plus simple, c'est de nous contacter parce que chaque cas est vraiment différent. Et là, le conseiller sera à même de vous répondre. Là, on était pour la maman. Là, on va parler du papa qui lui aussi a droit à un congé et des indemnités journalières. Alors, la durée, c'est de mémoire 28 jours pour un enfant et 32 si des jumeaux ou des jumelles sont attendus. Les démarches sont quasiment les mêmes, hein, c'est-à-dire que quand on est salarié, si le papa est salarié, ben, il prévient son employeur. Et c'est l'employeur qui établira l'attestation de salaire. Et pour les autres, c'est la même chose en fait. Hein, si le papa est au chômage, évidemment qu'il a droit à son congé paternité. Il faut qu'il soit au chômage indemnisé et il faut qu'il ait, comme je l'ai dit précédemment, les 150 heures au cours des 3 mois avant le chômage ou 600 au cours de l'année précédente. Et puis, je ne reviens pas sur les autres puisque c'est la même situation. Le papa peut le prendre en plusieurs fois. Il faut par contre qu'il prenne au moins 4 jours après les 3 jours qui sont payés par l'employeur, qui sont obligatoires. Il faut qu'il prenne 4 jours tout de suite et ensuite il pourra le fractionner. Merci Jean-Marc. Et du côté des dispositifs de prévention d'assurance maladie, Delphine, qu'est-ce qui se passe? Alors, du coup, pour les dispositifs de prévention qui sont disponibles juste après l'accouchement, vous avez la possibilité de profiter d'un examen bucco-dentaire gratuit chez n'importe quel dentiste jusqu'au 6e mois après l'accouchement. Donc, ça permet de faire un bilan sur votre santé bucco-dentaire et de voir s'il y a des besoins de soins. Votre invitation se trouve sur le compte Amélie. Il ne faut pas hésiter à créer votre compte Amélie. Pour ce qui est de la vaccination, alors sachez que vous pouvez toujours vous faire vacciner pour la grippe pendant la grossesse et après la grossesse. L'entourage du nourrisson qui est à risque peut aussi bénéficier d'une vaccination prise en charge à 100%. C'est très important. Sachez en tout cas que si vous avez une vaccination contre la grippe pendant la grossesse, ça permet, en partageant les anticorps, de protéger votre bébé quand il naît dans les jours qui suivent la naissance. C'est très important, surtout en cette période. Pareil pour le Covid, vous pouvez faire la vaccination pendant la grossesse ou juste après, ça fonctionne aussi. Sachez aussi que les nourrissons à partir d'1 mois ont plusieurs vaccins à effectuer. Donc, il y a 7 vaccins obligatoires à effectuer jusqu'au 18 mois de l'enfant. N'hésitez pas à en parler à votre sage-femme, médecin ou pharmacien. Un autre projet qui s'appelle Un Nissan pour mon bébé, vise à vous informer sur le lien entre l'environnement et la santé de votre enfant. Donc, pendant la grossesse, on peut parfois avoir envie de changer un petit peu ses habitudes, de faire un petit peu plus attention à soi. C'est possible, on peut modifier quelques habitudes pour limiter l'exposition aux substances chimiques de toute la famille. Donc, cela concerne aussi bien les produits alimentaires, ménagers, d'hygiène, de cosmétiques, mais aussi tout ce qui est articles de puériculture et le mobilier. Parce qu'on a tendance à acheter des objets neufs quand on a un bébé qui arrive, surtout si c'est le premier. Donc, voilà quelques conseils pour améliorer la qualité de l'air chez vous.
Donc, le conseil principal, c'est surtout d'aérer, aérer quotidiennement. 2 fois par jour, on va être sur à peu près 5-10 minutes. Ouvrez grand les fenêtres, ce qui ne va pas augmenter tout ce qui est chauffage, ça ne vous inquiétez pas, mais qui va pouvoir vider voilà, les polluants qui sont à l'intérieur de la maison. Et puis, autre conseil, c'est d'utiliser des produits les plus simples possibles. Donc, par exemple, pour le ménage, utilisez plutôt du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, du savon noir, ou tout simplement un chiffon microfibre que vous humidifiez, ou alors un nettoyeur vapeur. Pour les repas, dans la mesure du possible, faire des plats faits maison. Si vous devez acheter, à ce moment-là, essayez de prendre des produits avec des listes d'ingrédients qui sont les plus courtes possibles. Si vous avez la possibilité, privilégiez des produits bio et de saison et des contenants et ustensiles à matière neutre, donc par exemple le bois, le verre, qui ne rentrent pas qui ne diffusent pas de produits chimiques dans l'alimentation, comme par exemple le plastique. Surtout, ne chauffez pas le plastique avec l'aliment dedans. Pour ce qui est de l'hygiène, utilisez tout simplement de l'eau et du savon. Si vous utilisez des produits un peu plus élaborés, toujours des listes d'ingrédients courtes et avec des labels. Vous avez les labels qui sont situés en bas à gauche de l'écran. Pour les vêtements et les jouets, il faut absolument les laver avant utilisation et surtout vérifier qu'il y a bien la mention CE ou NF dessus. Pour les jouets que vous pouvez éventuellement acheter d'occasion, évitez tout ce qui est ancien jouet parce que les normes n'étaient pas les mêmes à l'époque. Pour les pièces à vivre, comme je vous ai dit, aérez tous les jours, utilisez si possible des produits de bricolage et de décoration avec une mention A+, pour éviter l'émanation de produits chimiques. Évitez tout ce qui est bougies, parfums d'intérieur et surtout pas de tabac à l'intérieur. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette thématique, il existe des ateliers qui sont disponibles sur le territoire. Je vous ai mis toutes les dates. Vous aurez le support plus tard, donc vous pourrez regarder plus précisément. Sinon, vous avez le QR code à côté qui vous renvoie sur une plateforme. Et vous avez accès à tout plein d'informations et la liste des ateliers qui sont diffusés. Vous avez également un webinaire le 5 décembre prochain. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès des professionnels de santé, sages-femmes, gynécologues, pédiatres ou médecins, ou aller sur le site amélie.fr ou 1000premiersjours.fr où vous retrouverez aussi des informations sur cette thématique et bien d'autres. Très bien, merci Delphine pour tous ces conseils et tes informations. Donc, je vous propose de faire une petite pause, savoir si tout va bien de votre côté. Est-ce que c'est clair voilà, de ce quoi on parle? Est-ce que vous connaissiez un petit peu déjà ce qu'on vous a, toutes ces informations-là? Est-ce que vous étiez au clair? Voilà, c'est le petit temps question. Si vous avez, on est là pour y répondre. Ok, super. Donc, ok, très bien. Top. Bon, bah, si tout est clair et que vous n'avez pas de questions pour le moment, on va continuer. Donc, bah, c'est au tour de la CAF. Donc, l'offre parents des jeunes enfants de la CAF. Marie-Élise. Alors, comme on l'a dit précédemment, quand bébé est arrivé, vous devez déclarer la naissance sur votre compte CAF.fr. Sans ça, nous ne pourrons pas étudier les droits aux prestations qui vont suivre. Donc, dans un premier temps, à la naissance de l'enfant, vous pouvez prétendre à l'allocation de base. C'est une prestation qui est versée sous condition de ressources. Vous avez les barèmes qui sont indiqués juste en dessous, que vous retrouvez également sur le site CAF.fr. Donc, vous pouvez voir qu'il y a 2 montants. Il y a un montant d'allocation de base à taux plein, donc de 196 €, et un montant d'allocation de base à taux partiel qui est de moitié, donc de 98 €, qui est établi en fonction de vos revenus et de la composition familiale, enfin le nombre d'enfants au foyer. Cette prestation, elle est versée tous les mois pour assurer les dépenses qui sont liées à l'éducation de l'enfant de moins de 3 ans, ce qui sous-entend qu'elle est versée jusqu'au mois qui précède les 3 ans de l'enfant. Et elle est versée également à partir du mois suivant la naissance.
Elle est réétudiée tous les ans au mois de janvier en fonction de votre dernier avis d'imposition. Donc là, nous sommes en 2025. L'allocation de base va s'étudier sur l'avis d'imposition, enfin, sur les revenus fiscaux de référence de l'année 2023 à compter de janvier 2026. On change d'année fiscale, donc on tiendra compte des revenus que vous avez déclarés au titre de l'année 2024. Il n'y a qu'un seul droit qui peut être ouvert par famille, même si vous avez plusieurs enfants de moins de 3 ans, sauf si il s'agit de naissances multiples. La semaine dernière, nous avions le cas d'une personne qui avait, qui était en situation d'une grossesse gémellaire. Donc là, il est bien évident qu'à la naissance des jumeaux, si vous remplissez les conditions liées aux revenus, vous aurez droit à 2 allocations de base. Alors, je vois qu'il y a une petite question. Qu'en est-il du congé de naissance 2026? Oui, ça Alors, c'est plus pour moi, je crois. d'accord, parce que j'allais dire, Oui. moi je suis plutôt sur le congé parental et on va aborder ce sujet par la suite. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Je pense que pour l'allocation de base, on a fait le tour. En tout cas, si vous êtes éligible à la prime à la naissance, vous pouvez partir du principe que vous avez droit à au moins l'allocation de base taux partiel. Si vous n'êtes pas éligible à la prime à la naissance du fait des ressources trop élevées, dans ce cas-là, il y a peu de chances que vous ayez droit à l'allocation de base taux partiel. L'allocation de base taux partiel peut être réétudiée, donc je vous ai dit au mois de janvier, donc tous les ans. Et en cours de droit, on peut éventuellement réétudier votre situation si la situation professionnelle change ou si votre situation familiale évolue. Voilà, l'allocation de base. Et si je crois qu'on est complet. Alors, si les revenus dépassent le plafond, faut-il faire une demande d'allocation à la CAF pour obtenir l'attestation de non-paiement à adresser à la CAF du Luxembourg? Oui, bien sûr, c'est une pièce obligatoire. Sans affiliation, en tout cas côté CAF, même s'il n'y a pas de droit, on ne pourra pas vous délivrer l'attestation de non-paiement. Donc, même si vous êtes au-dessus du plafond de ressources, il faudra quand même constituer un dossier à la CAF, ne serait-ce que même pour la prime à la naissance, puisque la CAE va vous demander tout de même une attestation de non-paiement pour la prime à la naissance. Et ils vont nous demander de préciser aussi le motif de non-versement pour qu'eux puissent étudier un droit chez eux. Et il en est de même pour les allocations familiales, en fait. Donc, dans tous les cas, même si vous êtes frontalier, vous aurez vous aurez un dossier en France, qui soit payé ou non, et un dossier au Luxembourg ou en Allemagne si vous êtes frontalier allemand. Alors, j'ai déjà fait une démarche sur les revenus 2023 pour une naissance prévue à mi-janvier. Dois-je faire la démarche avec les revenus 2024? Alors, si votre dossier est déjà affilié à la CAF, en tout cas, votre dossier est déjà ouvert là maintenant, normalement, vous n'avez pas de démarche supplémentaire à faire, si ce n'est déclarer la naissance en 2026. Normalement, il y a un échange qui se fait en fin d'année avec euh, les impôts, où on récupère directement les revenus auprès de leur service. Donc normalement, non, là, vous n'avez aucune démarche à effectuer, si ce n'est la naissance de l'enfant quand il sera là. Qu'en est-il des allocations pour un couple avec 2 revenus? Il faut. Alors, si vous avez une déclaration d'avis d'imposition, un avis d'imposition commun, pardon, mais il faudra prendre le revenu fiscal de référence de la déclaration d'impôt commune. En revanche, si vous avez 2 avis d'imposition séparés parce que vous n'êtes ni marié ni pacsé, il faudra additionner les 2 revenus fiscaux de référence. C'est la salle de si tu la prends, je suppose. Oui, on peut.
Alors, si vous ou votre conjoint souhaitez réduire ou cesser votre activité professionnelle pour s'occuper de votre ou de vos enfants, vous pouvez prétendre à la prestation partagée d'éducation de l'enfant, appelée plus communément prépare. Donc cette prestation, elle peut être versée dans le cas d'une réduction d'activité. Alors la réduction d'activité, elle doit être inférieure ou égale à 80%. Si vous réduisez votre activité de 10%, donc vous exercez à hauteur de 90%, vous ne pourrez pas prétendre à cette prestation. Vous pouvez aussi cesser totalement votre activité professionnelle. Cette prestation, contrairement à l'allocation de base, n'est pas soumise à condition de ressources, mais vous devez quand même avoir cotisé 8 trimestres. Alors, dans les 2 ans qui précèdent la naissance, si c'est votre premier enfant, dans les 4 ans qui précèdent la naissance, si c'est votre deuxième enfant, ou dans les 5 ans qui précèdent la naissance, si c'est votre troisième enfant ou plus. Les 2 parents peuvent en bénéficier simultanément, c'est-à-dire en même temps, ou alternativement, donc chacun son tour. Et la durée de versement peut varier en fonction du nombre d'enfants à charge et de votre situation familiale. Donc, si vous êtes dans une situation de couple ou plutôt si vous êtes une famille monoparentale. Donc, si c'est votre premier enfant et que vous êtes dans le cas d'une situation de couple, vous pouvez en bénéficier pendant 6 mois à la suite du congé maternité et dans la limite des 1 an de l'enfant. Si vous êtes, donc si c'est toujours votre premier enfant et par contre là vous êtes dans le cas d'une famille monoparentale, vous pouvez en bénéficier à la suite de votre congé maternité jusqu'au mois qui précède les 1 an de l'enfant. À partir du moment où vous avez 2 enfants ou plus, vous pouvez en bénéficier dans le cas d'une situation de couple pendant 24 mois. Par contre, il y a une petite particularité. De ces 24 mois de droit seront déduits les mois où vous avez eu droit au congé maternité à partir de la naissance de votre enfant. Donc ça, c'était pour une situation de couple. Et si vous êtes dans le cas d'une famille monoparentale avec 2 enfants et plus, là, vous pouvez en bénéficier à la suite de votre congé maternité jusqu'au mois qui précède les 3 ans de l'enfant. En termes de calcul de droits, alors si vous réduisez ou vous cessez votre activité tout de suite après votre congé maternité, on va vous ouvrir un droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant. Pour le premier enfant, à compter du mois de fin de congé maternité, ça veut dire que si par exemple votre congé maternité il se termine le 31 janvier, pour le mois de janvier, vous allez cumuler et votre congé maternité et la prestation partagée d'éducation de l'enfant. C'est tout à fait normal. Et cette particularité ne concerne que la naissance du premier enfant. À compter du deuxième enfant, en fait, le droit va s'ouvrir à compter du mois suivant la fin du congé maternité. Donc voilà, en termes de gestion de budget, ça se calcule. Pour les autres situations, donc si vous cessez ou réduisez votre activité plus tard, enfin pas directement après le congé maternité, si par exemple vous enchaînez votre congé maternité avec des congés payés ou un congé conventionnel lié à votre employeur, là vous pouvez contacter votre CAF et il y aura un conseiller qui sera vous diriger et vous guider en tout cas dans la meilleure solution à adopter. Alors, j'ai une petite question. Alors, quel sera l'impact de la mise en place du congé de naissance sur la prépa? Alors, ça, c'est peut-être pour toi, Claire. En fait, oui, il y avait déjà une première question qui avait été posée sur ce fameux congé de naissance à venir, mais pour l'instant, alors ça a été, c'est passé là, je crois, il y a 8 à 10 jours, on est en plein dans le budget de la sécurité sociale, mais on n'a pas encore le détail, en fait, donc ça fera peut-être l'objet d'un prochain webinaire, qui sait, mais en tout cas, pour l'instant, je peux malheureusement pas répondre à cette question.
D'accord. Et alors, la deuxième question, si les deux parents réduisent leur temps de travail, est-ce que les deux doivent avoir un compte CAF? Non, puisque en fait, vous avez, alors tant que vous êtes en couple, vous avez un dossier, un matricule, un dossier par famille, par foyer. Par contre, bien évidemment, si là vous êtes séparés, vous avez, enfin, chaque parent a son dossier personnel. Mais on en reparlera un petit peu plus tard quand on va aborder les allocations familiales et la possibilité de partager cette prestation. Juste, Alexis, est-ce que tu peux remonter la question d'avant? Alors, si les deux parents réduisent leur temps de travail, est-ce que alors, j'apporte juste aussi une petite précision. Quand les parents, je vous ai dit, les deux parents peuvent en bénéficier simultanément ou alternativement. Effectivement, si vous êtes dans le cas où vous en bénéficiez simultanément, on ne payera jamais plus qu'un montant de prépare taux plein. Donc, vous avez les montants en dessous, c'est-à-dire les 456,05 €. Par contre, vous pouvez tout à fait cumuler deux prépares à taux partiel dans la limite en fait du montant de 456,05 €. Voilà, donc ça, il faut en être conscient. Si vous êtes tous les deux à cesser totalement votre activité ou qu'il y a une personne qui cesse, enfin un des parents qui cesse son activité et l'autre personne qui reprend une activité à temps partiel, on ne versera jamais plus qu'un taux plein, donc les 456 €. Voilà, je voulais juste que voilà, ce soit clair aussi pour tout le monde. Question suivante. Pour une grossesse gémellaire, la prépare est du même montant que pour une grossesse classique? Oui, le montant de la prépare ne double pas, contrairement à l'allocation de base qui, elle, doublait pour la naissance de jumeaux. Là, vous aurez le même montant sur la même durée. Il n'y a qu'à partir des triplés où, en fait, on prolonge le droit jusque mois qui précède les 6 ans, il me semble. Et si la maman prend 24 mois, le père peut-il prendre jusqu'aux 3 ans ou la première rentrée scolaire? Oui, bien évidemment, puisque alors le droit, les 24 mois de droit peuvent être pris jusqu'au mois qui précède les 3 ans de l'enfant. Et si vous êtes dans une configuration où les deux parents peuvent en bénéficier alternativement, donc chacun leur tour, finalement, vous arrivez jusque à la fin de la période, au mois qui précède les 3 ans. Concernant la première rentrée, enfin, vous me parlez de, enfin, votre question concerne aussi la première rentrée scolaire. Sachez aussi qu'il existe un dispositif particulier qui s'appelle la prépare prolongée, où là, en fait, ça concerne des enfants qui ont, par exemple, 3 ans au 1er janvier de l'année et ne peuvent rentrer qu'à l'école au mois de septembre de cette même année. Donc, il existe le dispositif de la prépare prolongée. Je vous invite à aller sur caf.fr pour prendre connaissance des modalités ou à ce moment-là, à contacter la CAF quand le moment sera venu. Y a-t-il d'autres aides qu'on peut cumuler avec la prépare? Oui, on va y venir après. Je vois que les gens sont très intéressés, c'est très bien. Je vais continuer dans ma lancée. Je relis mes notes, mais normalement, je pense vous avoir donné l'essentiel des informations, en tout cas sur le congé parental. Juste au niveau des démarches, je vais peut-être aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Donc, il faut remplir un formulaire qui est téléchargeable depuis le caf.fr. Alors, si vous êtes dans le cadre d'une cessation d'activité, il n'y a pas besoin de justificatif. Une déclaration sur l'honneur, donc qui correspond à une coche dans le formulaire, suffit. Par contre, si vous êtes dans le cadre d'une réduction d'activité, il faudra aussi une attestation employeur qui atteste de la quantité de travail qui a été modifiée dans votre contrat de travail. Et aussi la date depuis laquelle vous avez réduit votre activité. Si jamais vous faites les démarches tardivement, pas de panique, le droit à la prépare est rétroactif. Donc si vous prenez un congé parental au mois de février et que vous voyez votre demande de prépare qu'en avril, compte tenu des délais de traitement, cette demande pourrait
potentiellement être traité en mai, voire juin, on reviendra bien évidemment sur vos droits du mois d'avril ou du mois de mai, hein. Voilà, le délai de prescription est de 24 mois pour cette prestation, donc on ne panique pas. J'en ai terminé la prépa. Alors, ensuite, le complément mode de garde. Le complément mode de garde, donc comme son nom l'indique, est une prestation qui est servie quand on fait garder ses enfants, donc soit par une assistante maternelle, une garde à domicile ou dans le cas d'une structure d'accueil qui gère des accueils individuels. Elle est cumulable avec la prépare, mais uniquement si vous avez de la prépare suite à une réduction d'activité, donc à taux partiel. Puisque si vous êtes en cessation enfin, s'il faut cesser votre activité, on ne financera pas de complément mode de garde. Alors, j'essaye de lire les questions en même temps. À quel moment faire la demande de CMG auprès de la CAF? Alors, la démarche se fait depuis CAF.fr, que ce soit pour n'importe quel type de mode de garde, donc on a dit assistante maternelle, garde à domicile ou structure d'accueil dans le cadre d'un accueil individuel. Vous devez faire la demande à partir du mois où vous mettez votre enfant en garde, puisque contrairement aux autres prestations, il n'y a pas d'effet rétroactif. Donc si vous faites garder votre enfant au mois de février et que vous faites la demande en avril, février sera perdu. On reviendra éventuellement sur le mois de mars, mais février sera perdu. Donc ne tardez pas, dès que votre enfant est en garde, ne tardez pas à faire vos démarches. Elle est versée donc jusqu'au mois qui précède les 6 ans de l'enfant. Depuis le 1er septembre, il y a une réforme qui est passée concernant cette prestation. Et si vous êtes une famille monoparentale, le droit au complément mode de garde peut être étendu jusqu'aux 12 ans de l'enfant. Une nouvelle demande sera formulée uniquement si le dernier mois de droit au complément mode de garde pour cet enfant date de plus de 2 ans. Si là, c'est pas votre premier enfant qui arrive, qui est au foyer. Le montant est établi en fonction du mode de garde qui est choisi, donc si c'est une assistante maternelle, une garde à domicile ou une structure. On tient compte également du nombre d'heures de garde mensuelles, des ressources financières du foyer, donc l'avis d'imposition d'il y a 2 ans. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, en 2025, on tient compte des revenus déclarés au titre de l'année 2023. En 2026, on tiendra compte des revenus déclarés au titre de l'année 2024. Et on tient compte également du nombre d'enfants à charge au foyer. Alors, il y a un simulateur qui est disponible sur le site de l'URSSAF pour le complément mode de garde d'emploi direct, donc tout ce qui est assistante maternelle et garde à domicile. Et vous avez également un simulateur sur mes droits sociaux pour le complément de mode de garde qui concerne les structures. Vous avez aussi la possibilité de cumuler plusieurs modes de garde puisque on connaît les difficultés à trouver une personne de confiance pour garder nos enfants. Donc, si vous avez toute confiance dans une assistante maternelle, mais qu'elle peut vous prendre votre enfant que 2 jours par semaine et que vous êtes obligé de compléter par une structure, c'est tout à fait possible. Par contre, là, il faudra bien faire 2 demandes distinctes, puisqu'il y aura une demande concernant un emploi direct et une demande concernant un mode de garde structure. Donc, toujours sur CAF.fr. Nouveauté également, si vos enfants sont en garde alternée et que vous avez opté pour un partage d'allocation familiale, à compter du 1er décembre, chaque parent aura la possibilité d'effectuer une demande de complément mode de garde à titre personnel, alors que pour l'instant, ce n'était pas le cas. Là, vous pouvez retrouver aussi toutes les modalités sur notre site CAF.fr. Une petite précision, mon collègue va vous parler tout à l'heure du site monenfant.fr pour justement vous aider dans vos démarches à trouver un mode de garde pour votre enfant.
Il y a des crèches, souvent des crèches municipales, donc qui reçoivent un financement direct de la CAF. Ces crèches, enfin ce mode de garde-là n'est pas éligible au complément mode de garde, puisque là, notre organisme finance une partie des frais de fonctionnement de ces crèches. Donc, la tarification, en tout cas, que la crèche va vous proposer, sera calculée à partir du quotient familial que vous pourrez retrouver sur votre compte CAF.fr. Voilà, la tarification sera établie en fonction des ressources et de la composition du foyer et du quotient familial. Est-ce qu'il y avait des questions? Alors, nous n'avons droit à aucune aide, prime naissance, prépare, car plafond dépassé. Alors, prépare, j'ai dit que c'était pas sous condition de ressources, donc il n'y a pas d'histoire de plafond. La prépare, c'est vraiment une histoire de cotisation. Pouvons-nous quand même bénéficier du CMG? Y a-t-il également un plafond? Alors, dans le CMG, depuis le 1er septembre, il n'y a pas de plafond, en fait. Le calcul est vraiment établi en fonction des éléments que je vous ai énoncés. Et alors, bien évidemment, les revenus du foyer comptent dans le calcul, mais il n'y a plus de plafond depuis le 1er septembre 2025. Est-ce qu'on peut faire la demande de CMG avant l'entrée en crèche si on connaît la date d'entrée? Oui, bien sûr, vous pouvez la faire. Après, ça vous engage à rien, c'est juste qu'il n'y aura pas de droit qui sera valorisé sur ces mois-là. Mais si vous avez peur d'oublier effectivement de faire la demande en temps et en heure, rien ne vous empêche d'anticiper. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour cette partie-là. Les allocations familiales. Alors, si vous êtes dans le cadre de la naissance d'un premier enfant, vous n'ouvrez pas droit aux allocations familiales, mais uniquement aux prestations qu'on a vues auparavant. Par contre, si vous attendez votre deuxième enfant, ou si vous êtes dans le cas d'une grossesse gémellaire, puisque là, vous allez en avoir deux d'un coup, vous pouvez avoir droit aux allocations familiales sous condition de ressources. Les barèmes sont disponibles également sur CAF.fr. Vous avez un simulateur aussi qui est disponible sur CAF.fr. Et au même titre que l'allocation de base, cette prestation s'ouvre à compter du mois qui suit la naissance de votre ou de vos enfants. Voilà, donc du deuxième enfant ou dans le cadre de naissance de jumeaux, donc à compter du mois qui suit la naissance des jumeaux. Concernant les autres prestations, alors, si vous êtes une famille monoparentale, vous pouvez aussi bénéficier de l'allocation de soutien familial sous certaines conditions. Donc, en fonction, par exemple, si vous avez donné naissance à un enfant qui n'est pas reconnu par son deuxième parent, ou si vous êtes séparés et qu'il n'y a pas de pension alimentaire, vous pouvez éventuellement prétendre à l'allocation de soutien familial. Si vous êtes une famille monoparentale également et bénéficiaire de revenus de solidarité et d'activité ou de prime pour l'activité, votre droit sera majoré, donc qui sera calculé avec un montant forfaitaire, enfin en tenant compte d'un montant forfaitaire plus avantageux qu'une famille qui n'aurait pas droit à la majoration. Et si vous avez moins de 25 ans et que vous attendez un enfant, que vous soyez seul ou en couple, vous êtes éligible au RSA. Alors bien évidemment, hein, en fonction des revenus du foyer, cette fois-ci qui seront calculés au trimestre et pas annuellement. Pareil, il y a des simulateurs qui sont très bien faits sur notre site CAF.fr. Donc voilà, si vous avez le moindre doute, une petite simulation. À la fin de la simulation, on vous dit tout de suite s'il y a un droit ou pas. S'il y a un droit, vous pouvez tout de suite cliquer sur Faire ma demande et la demande vous sera transmise directement de façon dématérialisée. Voilà pour ma partie. Merci Marie-Élise pour cette grosse partie importante. Bravo. Donc, je reprends la main en ce qui concerne l'accompagnement et l'orientation. Donc, comme on l'a vu ensemble, voilà, la CAF de la Moselle verse des prestations familiales pour vous aider dans la prise en charge de votre enfant et elle soutient également donc, le financement du mode de garde.
Et ces choix vous appartiennent et se font en fonction hein, de vos besoins et de vos contraintes personnelles. Alors, ça peut être les horaires de travail, situation professionnelle, le secteur où vous vivez, les contraintes financières. Alors, à cela, donc, vous avez les accueils collectifs qui peuvent être un choix. Qui comprennent donc les crèches parentales, les micro-crèches, les jardins d'enfants, les haltes garderies et les accueils individuels. Dans ce cas-là, c'est un ou une assistante maternelle qui peut accueillir à son domicile ou dans une maison d'assistante maternelle, donc plus communément une MAM, qui est formée hein, pour accueillir et s'occuper de votre enfant en toute sécurité et qui peut s'adapter à votre enfant et à vos souhaits, vos recommandations ou vos difficultés. Donc, ça peut être intéressant d'y réfléchir aussi. Euh, il y a également donc, les crèches familiales, les services de garde à domicile. Donc, bien sûr, donc, cette prestation donc, d'accueil individuel hein, que je viens d'énoncer, elle est payante, ça varie en fonction du choix du mode de garde. Après, voilà, vous avez toujours des aides qui peuvent vous aider. Vous pouvez vous tourner auprès des relais de petite enfance qui sont à votre disposition hein, pour vous guider. Et c'est un service qui est gratuit pour effectuer vos démarches, pour vous rassurer. Et c'est dans ces lieux aussi où vous pouvez donc échanger, discuter sur vos difficultés et sur les questionnements que vous rencontrez au quotidien. Donc, ces structures donc, vous permettent de vous mettre en relation avec les professionnels. Et ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble comment on peut, on va dire, cibler ces structures qui sont autour de vous. Pour cela, en fait, vous pouvez directement aller sur le site monenfant.fr et on pourra faire la manip ensemble hein, pour qu'on puisse vous montrer tout ça. Alors, vous allez voir, c'est pas très compliqué, hein, c'est très intuitif. Il n'y a rien de bien sorcier. Vous allez voir, ça, voilà, c'est très bien fait. Alors, donc, vous avez le site monenfant.fr et vous arrivez donc, sur cette page d'accueil avec plusieurs champs. Savoir que monenfant.fr est un site gratuit de la CAF, hein, facile à utiliser. Et voilà, donc vous recherchez donc un mode d'accueil. Vous laissez un petit peu. Vous êtes sur la page d'accueil. Vous allez donc dans l'onglet rechercher un mode d'accueil. Donc je recherche, voilà. Par exemple, assistant maternel, c'est en dessous. C'est pas grave, c'est la même chose. Donc vous avez donc la petite barre de recherche. Hein, précisez votre recherche. Donc que recherchez-vous? Donc, vous cliquez sur je cherche. Hein, et puis là, ok, trop bien. Alors, donc, vous cliquez donc sur Je cherche, et donc là, vous avez donc les modes d'accueil qui sont proposés. On vous cliquez ensuite sur un mode d'accueil, hein, donc on va chercher par exemple une crèche. Je cherche une crèche. Là. Et vous indiquez donc la commune où vous habitez. Mettons, alors, on va prendre Boulay. Boulay-Moselle. Tac. Hop. Vous avez donc un rayon de recherche, 5 km. Hein. Ouais, plus vite, vous allez afficher la liste. Donc, normalement, on n'a pas ce truc-là. Et je ne vois pas, bien sûr. Donc, le CAPTCHA, vous l'aurez pas, parce que moi, je ne l'ai pas eu ce matin. J'ai fait la manip. Et donc, pour aller plus simple, pour que ce soit plus simple, vous avez donc affiché la liste. Et là, vous voyez donc sur Boulet, vous avez donc le multi-accueil qui vous est proposé. Donc, vous avez les coordonnées, vous avez la distance, adresse mail, numéro de téléphone. Donc, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, c'est assez intuitif. Et vous pouvez mettre n'importe quelle commune, hein, ça reprendra en ligne de compte. Donc, on va prendre, là, j'ai pris Boulet, mais là, si je prends Metz, pour avoir
Hop. Je vais avoir donc toutes les structures, donc toutes les crèches qui sont autour de moi, avec les coordonnées. Euh, donc à partir de là, hormis donc ce mode de recherche-là, il y a d'autres questions qui se posent à vous quand vous êtes parent. Vous vous dites, ben, combien ça va me coûter de faire garder mon enfant? Ça, effectivement, on se pose tous la question. Alors, pour savoir, donc, vous rentrez dans la rubrique coût et aide, donc c'est je calcule. Donc le coût en crèche ou le droit au CMG. Vous allez avoir, donc c'est une crèche, hop, le coût en crèche. Donc là, vous allez avoir hop, un simulateur qui va s'afficher à vous. Donc là, c'est les conditions générales, hein, donc hop, on continue. Hop. Ça fonctionne, hein. Donc, confirmer, je pense. Confirmer les. Et là. Voilà. Et donc là, il vous suffit donc de remplir les informations qui vous sont demandées, hein. Ça va être à peu près, ça va fonctionner à peu près de la même façon qu'un simulateur, hein, sur le CAF.fr, hein. Et donc, du coup, on va vous demander toutes les informations sur votre situation, sur vos ressources. Et après, une fois que tout ça c'est rempli, hein, vous faites suivant et le montant à payer chaque mois est ensuite calculé automatiquement. Si vous choisissez un mode de garde individuel comme une assistante maternelle ou une garde à domicile, ou encore si vous optez pour une micro-crèche, hein, vous cliquez sur Estimer la prestation d'accueil du jeune enfant. Indiquez si vous êtes déjà allocataire d'une CAF ou non, puis remplissez quelques informations. Comme là, hein, c'est la même chose, hein, c'est un simulateur et le montant de votre aide est ensuite calculé automatiquement. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, si vous hésitez, vous n'avez pas quoi choisir entre une nounou, une crèche, si vous hésitez sur les modes d'accueil pour votre enfant, donc les relais petite enfance, hein, peuvent vous aider dans votre réflexion. Donc ça, c'est très important de l'avoir en tête. Faut pas avoir peur de les solliciter. Donc pour ça, donc pareil, hein, faut rechercher donc dans la rubrique je recherche un relais petite enfance. Ça va être la même manip, hein. Je vais pas la refaire. C'est vous allez avoir donc la liste, s'afficher la liste, hop, le relais petite enfance dans la barre de recherche. Vous avez aussi les accueils de loisirs, tout ce qui concerne l'enfant, hein. Ce site-là, monenfant.fr, va vous accompagner suivant toutes les étapes que votre enfant va découvrir et va découvrir. Voilà. Cette phrase n'avait pas de fin. Donc, vous pouvez aussi être directement contacté pour avoir des informations, hein, sur les modes d'accueil de votre ville. Dans ce cas-là, vous avez une rubrique. Hop. Donc, j'ai besoin d'aide dans ma recherche de mode d'accueil et dans mes démarches. Dans ce cas-là, en fait, vous allez avoir donc un formulaire en ligne à remplir et vous recevrez ensuite un mail vous indiquant quelle structure contactera pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, je le répète, hein, ce site est gratuit pour vous, un service gratuit. N'hésitez pas à le consulter, à vous en servir. Et encore une fois, il peut aussi vous fournir des multiples informations sur énormément de thématiques. Il peut aussi faire le premier niveau de réponse aux questions que vous posez. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà. Bon, Je rebondis juste sur quelque chose pour faire le lien avec le complément mode de garde. En fait, quand vous avez sélectionné la crèche où Alexis vous a fait la démonstration, normalement, vous pouvez avoir accès à tout le mode de fonctionnement, combien de personnes, d'enfants la crèche peut accueillir, s'il propose des services particuliers. Et il y a une partie aussi qui concerne le financement, où là, déjà, vous pouvez savoir si, en fait, vous allez avoir une tarification
en fonction de votre coefficient familial ou si, au contraire, le tarif s'applique pour tout le monde pareil. Et là, vous êtes éligible au complément mode de garde structure. Donc voilà, déjà, ça peut aider à se positionner. Merci Marie, c'est vrai que j'ai pas précisé, tout à fait, tu as eu raison d'intervenir. Et en ce qui concerne la question sur le partage donc, du support du PowerPoint, on avait déjà abordé ce sujet-là lors du précédent webinaire, hein, et on peut le mettre à disposition hein, donc, des participants. On vous enverra ça par mail. Du coup, je laisse la parole à Hélène pour la PSI, pour le retour à la maison. Oui. Alors, le retour à la maison, ben, vous avez probablement accouché dans une maternité. Vous êtes resté entre 24 heures et 5 jours à la maternité si tout s'est bien passé. Et vous pouvez être rentré chez vous si vous êtes aussi accompagné par une sage-femme libérale dans vos soins au retour à la maison. C'est pris en charge par la sécurité sociale jusqu'au 12e jour de la naissance de votre enfant. Donc, c'est très intéressant que dès aujourd'hui, si vous êtes enceinte, d'avoir contacté déjà en amont une sage-femme libérale pour vous accompagner dans la préparation à la naissance, avant la naissance. Et cette même sage-femme pourra vous accompagner à la sortie de la maternité. Vous avez droit à un accompagnement pris en charge par la sécurité sociale de 2 séances de consultation postnatale, d'examen clinique et d'entretien aussi postnataux précoce. Le premier à la 4e semaine après la naissance, où la sage-femme va revoir avec vous les conditions de naissance, comment vous avez perçu les premiers jours de la vie avec votre enfant et votre conjoint, et dépister surtout à ce moment-là les risques de mise en place d'une dépression postnatale qui, si elle doit arrive plutôt au cours des semaines qui suivent la naissance, donc des 4 à 6 semaines. Donc cet entretien postnatal précoce est vraiment très très important pour qu'on puisse anticiper sur les risques d'une installation d'une dépression. Et elle vous proposera, si le risque est avéré, de vous revoir 8 semaines plus tard pour faire le point et vous accompagner, continuer l'accompagnement. Vous pouvez aussi bénéficier de séances de rééducation périnatale et abdominale. Donc, abdominale chez un kiné, et c'est prescrit par le médecin généraliste ou le gynécologue. C'est une prescription médicale. Et les séances de rééducation périnatale peuvent être pratiquées tant par les kinés que par les sages-femmes libérales. En général, pas avant 6 semaines, voire 2 mois après la naissance, le temps que toute la biologie se remette en place. Donc, n'hésitez pas vraiment à anticiper tous ces examens en contactant en amont de la naissance une sage-femme libérale, ça c'est très important. Elles sont de plus en plus nombreuses sur le territoire de la Moselle, réparties sur l'ensemble du territoire, mais elles ont une très forte activité. Donc, vaut mieux anticiper la prise en charge, même pour le postnatal. Si je peux me permettre d'ajouter, Oui, une sage-femme peut être consultée après l'accouchement, mais aussi en dehors de tout ce qui est périnatalité, pour le suivi gynécologique. Bien sûr, bien sûr. Les sages-femmes peuvent vous accompagner au quotidien dans les petites pathologies gynécologiques et puis dans les dépistages liés au dépistage du risque du cancer du col de l'utérus, le dépistage du cancer du sein et des infections sexuellement transmissibles, des vaccinations. Elles ont vraiment des compétences extrêmement élargies
depuis ces dernières années. Alors, je vais reprendre la main, mais on va sortir un petit peu du cadre de la maternité pour vous parler d'un service un peu méconnu de l'assurance maladie. C'est le service mission accompagnement santé. En fait, ce sont des collègues qui vont vous aider dans vos démarches. Je prendrai par exemple, et c'est d'actualité, je pense, le fait de, par exemple, de ne pas trouver de médecin traitant ou de ne pas trouver de spécialiste ou de ne pas avoir de complémentaire, de mutuelle. Voilà, donc c'est un service que vous pouvez solliciter donc via le 36 46 ou via la messagerie de votre compte Amélie. Et ce sont des collègues qui vont vous contacter, faire un bilan avec vous et vont pouvoir donc vous aider dans vos différentes démarches, que ce soit un souci, comme j'ai dit, de difficulté pour trouver un médecin ou une difficulté d'ordre financière. Voilà, donc c'est un service euh, qui va vraiment vous accompagner du début jusqu'à la fin de votre demande qui va vous suivre, en fait. Voilà, je voulais juste faire un petit point sur ce service. Et pour terminer, vous parlez aussi des aides que peut mettre en place l'assurance maladie. Alors, on appelle ça aussi des prestations supplémentaires. Alors, à quoi ça sert? En fait, c'est lorsqu'il vous reste un reste à charge élevé, il existe un formulaire que vous pouvez demander dans nos accueils, que vous retrouvez également sur le site Amélie. Et en fait, c'est une commission qui va se réunir et qui, en fonction, ben, évidemment, hein, de vos revenus et de la demande que vous allez déposer, je pense par exemple, ben, souvent il y a des dépassements d'honoraires pour les soins dentaires ou pour les lunettes, enfin des choses un peu plus complexes. Et en fonction du devis, de votre dernier avis d'imposition, de votre situation familiale, professionnelle, ce service, cette commission, plutôt, c'est une commission en fait, cette commission peut vous allouer une aide qui viendra combler le reste à charge ou en tout cas prendre une partie qui vous reste. Elle peut même, dans certains cas, régler directement le praticien pour que vous ayez moins d'argent à- à sortir. Voilà, donc pensez-y si vous avez des difficultés. Là, pareil, vous avez tous les renseignements donc, sur le site Amélie et bien sûr en contactant notre plateforme au 36 46. Hélène? Oui, je crois que c'est pour moi. Oui, je crois aussi, oui. Le suivi médical de l'enfant, donc ça c'est vraiment très important. Il va commencer déjà pendant la grossesse, bien évidemment, au travers d'examens répétés et mensuels, et surtout après la naissance. Et tout de suite à la maternité, où il y aura certains examens qui vont être pratiqués dans les jours qui suivent la naissance, où on va faire des dépistages de certaines maladies rares, qui sont des dépistages systématiques. En ce moment aussi, il y a un fort risque pendant tout l'hiver de bronchiolite pour les jeunes enfants. Donc, il y a un médicament de prévention qui peut, si vous êtes favorable, euh, être donné à votre enfant à la maternité. Et il sera vu, bien évidemment, après un examen médical systématique en salle d'accouchement, fait par la sage-femme ou le pédiatre selon la naissance. Votre enfant sera vu au cours des 8 premiers jours. Ça, c'est la formule, mais c'est fait dans les tout premiers jours, un examen médical à la maternité par un pédiatre. Et qui remplira un certificat de santé qu'on appelle le certificat de santé du 8e jour de vie, qui est obligatoire et dont un duplicata nous est renvoyé, nous, à la PMI. C'est comme ça qu'on va pouvoir vous proposer des actions de prévention. Le deuxième examen obligatoire, ce sera au 9e mois de votre enfant et le troisième au 24e mois de votre enfant. Euh, donc, les dépistages néonataux à la maternité, ça c'est important. Et votre enfant
doit être vu par un médecin dans les 15 jours qui suivent la naissance. Et puis tous les mois, régulièrement, et on a 20 examens obligatoires jusqu'à ces 16 ans, pris en charge 100% par la sécurité sociale. Comme pour la sage-femme, il est important que vous repériez dès aujourd'hui le médecin qui pourra prendre en charge votre enfant de façon préventive et curative, c'est-à-dire dans des rendez-vous prévus, organisés tous les mois pour démarrer les vaccinations au cours du 2e mois de l'enfant et vérifier sa santé, vous informer sur l'alimentation et vérifier aussi son développement psychomoteur régulièrement. Ça, c'est des examens de prévention. Il faut que vous puissiez aussi avoir un médecin que vous puissiez contacter en urgence selon les pathologies déclarées par votre enfant si elles ont lieu. Donc, il y a des vaccinations qui sont obligatoires et d'autres qui sont recommandées. Vous serez informé au quotidien, par le personnel médical qui vous accompagnera, bien sûr, dans le suivi médical de votre enfant. Voilà. Alors, tous les examens sont notés dans le carnet de santé de l'enfant. Autant le carnet de maternité est aujourd'hui très, très peu utilisé. Le carnet de santé de l'enfant, c'est un outil qui continue d'être majoritairement utilisé et qui vous fournit aussi, qui vous est fourni à la maternité, qui est édité par le département de la Moselle et qui vous donne aussi, si vous avez la curiosité à ce moment-là de l'ouvrir régulièrement, plein d'informations de prévention pour mieux prendre en charge la santé de votre enfant. Voilà. On a une petite question qui est pour Jean-Marc. Pour Jean-Marc. Alors, pendant le congé parental, ici on n'a plus accès à la mutuelle d'entreprise, peut-on faire une demande de CMU ou y a-t-il une aide locale de prévue? Alors oui, on peut faire une demande. Alors c'est la complémentaire santé solidaire, mais c'est à peu près le même principe que la CMU. Oui, on peut faire une demande. D'ailleurs, on peut faire une demande, quelle que soit sa situation, même si on a une mutuelle d'entreprise d'ailleurs. Alors à savoir quand même que la complémentaire santé solidaire va tenir compte des revenus du foyer. Voilà, donc, même si là, en l'occurrence, on parle plus de la situation de la maman, si une demande de complémentaire santé est faite, on tiendra compte des revenus des 12 derniers mois du foyer et donc du papa et éventuellement d'autres personnes qui seraient au domicile. Mais oui, c'est possible de faire une demande. Et il n'existe pas d'autre aide locale à part l'aide dont je parlais tout à l'heure, mais qui est plus pour les dépassements d'honoraires, pas pour combler la perte d'une mutuelle d'entreprise. Espérant avoir répondu à la question. Merci. Alors, je voulais vous faire un petit rappel sur les missions de la protection de la santé maternelle et infantile, dont on a déjà parlé la semaine dernière, bien sûr, qui peut vous accompagner avant la naissance au travers d'actions individuelles ou collectives menées par des sages-femmes ou des puéricultrices ou même des médecins. Et après, on est répartis sur tout le département. On est mobile, on se déplace à votre domicile selon votre souhait. Vous pouvez venir nous rencontrer dans les centres Moselle Solidarité, donc répartis sur tout le territoire de la Moselle. N'hésitez pas à nous contacter. Et donc, après la naissance, vous avez dans tous les centres Moselle Solidarité des permanences où vous pouvez profiter de consultations de pédiatrie préventive et de consultations de puériculture. Donc, n'hésitez pas. Sachez que dès la naissance de votre enfant, à partir du moment où vous avez déclaré la naissance de votre enfant à la CAF, nous avons l'information par l'état civil de votre mairie et par la CAF
l'information de la naissance de votre enfant et vous allez recevoir un SMS pour vous informer que l'infirmière puéricultrice de votre secteur vous proposera un rendez-vous téléphonique pour prendre des nouvelles de votre santé, mesdames, et de la santé de votre enfant. Par ce biais-là, vous allez avoir connaissance des actions qui sont mises en place sur votre territoire pour vous accompagner au quotidien dans votre parentalité. On peut se déplacer, j'insiste vraiment sur le fait qu'on se déplace à votre domicile si vous le souhaitez, ou vous pouvez bien sûr nous rencontrer au Centre Moselle Solidarité. Donc, j'ai toujours un peu d'avance sur les diapositives. Donc, je vais vous parler de ce SMS, cet entretien téléphonique qui vous est proposé dès votre retour à la maternité. Alors, comme on sait que les 15 premiers jours, vous êtes fort sollicité et pris en charge par les sages-femmes libérales, il est fort probable que ce SMS arrive autour de la 3e, voire la 4e semaine après la naissance. Et puis, on est en train de travailler sur un SMS à 4 mois et un SMS qui va être proposé aussi aux coparents parce que c'est très important de travailler aussi, bien sûr, avec le coparent parce que vous êtes en train de créer une famille et l'espace familial est très important pour permettre un bon développement de la santé de votre enfant. On peut éventuellement vous accompagner, vous orienter, vous donner de l'information. On connaît bien les soutiens que vous pouvez solliciter tout autour de chez vous. On peut mettre en place une travailleuse familiale, une aide familiale, une éducatrice de jeunes enfants. N'hésitez pas à nous solliciter selon vos besoins. On adaptera l'accompagnement. Et vous allez retrouver aussi les puéricultrices dans quelques années. Elles sont aussi à l'école maternelle où elles proposent le bilan de santé en école maternelle au cours de la 4e année de votre enfant. Alors, une question pour moi, je crois, oui, il me semble. Alors, si on n'a pas de complémentaire, il faut payer 60 € la nuit pour la chambre individuelle dans l'hôpital. Si on a la CMU, on ne peut pas bénéficier d'une aide. Alors, non, malheureusement, non. Donc, déjà, oui, la CMU, la complémentaire santé solidaire, ne prendra pas en charge et vous n'aurez pas d'aide pour ça, puisqu'en fait, ce sont des prestations qui ne sont pas remboursées. Et à partir du moment où on parle de prestations qui ne sont pas remboursées, on ne peut malheureusement pas bénéficier d'aide, effectivement. Là, il n'y a qu'un contrat privé, effectivement, dans une mutuelle qui pourrait prendre ça en charge en fonction de l'option que vous aurez choisie. Mais non, au niveau CPM, il n'y a pas de prise en charge possible, non. La plupart des maternités ne proposent aujourd'hui que des chambres individuelles. C'est des gens individuels. Alors, normalement, quand c'est proposé par l'hôpital, ils ne devraient pas le facturer. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'autre solution. Mais non. Alors, je ne sais pas s'ils les facturent, mais en tout cas, dans les grosses structures, il n'y a plus que de chambres individuelles. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme vous en doutez, donc, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Donc, voilà, on a tendance à laisser un temps d'échange pour des questions ou des remarques, d'appréciation. Alors, moi, j'avais juste une petite précision. Si on peut remonter la liste des questions. C'était une question sur le CMG tout à l'heure, où on parlait de plafonnement. Voilà, ici.
Donc, je vous ai dit effectivement qu'il n'y avait pas de plafond pour le CMG. Effectivement, il n'y a pas de plafond pour le CMG emploi direct. Donc, quand vous employez une assistante maternelle ou une garde à domicile. Par contre, le CMG structure, lui, est bien plafonné. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à faire les simulations donc, sur soit le site de l'URSSAF pour les emplois directs ou soit sur le site Mes droits sociaux pour les structures, de façon à ce que vous soyez vraiment informé du montant qui peut être pris en charge dans le cadre de la garde de votre enfant, puisque vous le verrez, ça peut chiffrer rapidement et donc impacter votre budget mensuel. Voilà, je voulais juste apporter cette précision. Alors, si vous pouvez rester juste encore 1 ou 2 minutes pour faire une petite évaluation, ça nous permet à nous de nous améliorer sur les prochains webinaires qu'on va proposer au même public. Alors, vous affichez le sondage. Il est très rapide, hein, donc il y a Ouais. 4 questions. Et j'en profite aussi pour rappeler hein, que donc ce webinaire sera disponible en replay à partir du 5 décembre 2025 hein, sur la chaîne YouTube de la CEPAM, également par la CAF sur son site. Et donc, vous trouverez donc bien sûr le replay de chacun des webinaires, des 2 webinaires. Et le support donc, de la présentation vous sera partagé également. Hélène, pour toi la question. J'ai pas vu encore l'enfant. Alors ça, je n'ai pas la réponse par rapport à un arrêt maladie. Ça, c'est donc c'est proposé par le médecin qui suit le père de l'enfant. Un arrêt maladie spécifique, je ne suis pas Non, sûre. non, il n'y a pas d'arrêt spécifique. Après, il y a un arrêt de maladie ou pas, Oui. mais non, spécifique, non. Mais après, la maman est avec, donc j'ai pas très bien la question en fait. Mais enfin, bon, pour répondre à la question sur l'arrêt maladie spécifique, non, il n'y a pas d'arrêt maladie Je spécifique. dirais qu'il pourrait faire valoir son congé parental, le congé parental, oui, c'est ça, ouais. le congé paternel. Oui. Hein. Congé À partir paternité. à partir du moment où l'enfant est né, il peut faire valoir Dans ce ses cas-là, il va droits. prendre son congé paternité. Au Voilà. lieu de le fractionner, la solution, c'est de le prendre en une fois. Donc, j'avais dit 28 jours si c'est un enfant, ou 32 si c'est une grossesse gémellaire. Mais il n'y a pas d'arrêt spécifique. Il y a d'autres questions? Bien, a priori, Il y a 2 personnes qui n'ont pas encore répondu Ah. au questionnaire. est-ce que oui, il y a encore 11 participants actifs. Voilà, bah, c'est bon, tout le monde a répondu. Bien, très bien. Eh bien, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin pour ce webinaire. Et puis, encore une fois, vous retrouverez donc ce webinaire en replay à partir du 5 décembre sur la chaîne YouTube de la CEPAM et relayé sur le site de la CAF. Bonne fin de journée à vous toutes et vous tous.